Pour moi, le plus important aujourd'hui, ça n'est pas d'être végétarien ou pas végétarien, manger de la viande ou ne pas manger de la viande. Ça va être la façon de faire. Il faut juste faire les choses vraiment de la Oui. manière la plus alignée possible. C'est vraiment on est en paix avec ce qu'on fait, tout ira bien. Mais alors, il faut que l'on soit carnivore ou crudivore ou végétarien, il faut chercher la paix avec notre alimentation et pas juste dire moi j'ai besoin de viande à tout prix, par exemple. Parce que personne ne peut être en paix avec ça, j'y crois pas. Après, que l'on soit en paix avec le fait de tuer un animal pour manger, ça je peux l'entendre entièrement. Mais alors, ça sera pas issu d'une ferme de batterie. Il ne s'agit pas de se fermer les yeux à ces choses-là. C'est quoi le nom de ton métier, si tu devais le définir? Je m'appelle naturopathe hygiéniste. Ok. En fait, c'est deux termes qui sont la naturopathie et l'hygiénisme sont différents sur certains plans et puis se rejoignent sur d'autres. Mais ce que j'entends par naturopathie hygiéniste, c'est-à-dire que c'est de la naturopathie, mais euh, un niveau ultime, je pense que ma plus grande inspiration, c'est quand même cette approche hygiéniste où on fait vraiment entièrement confiance au corps et on est moins du coup interventionniste que dans une naturopathie classique, euh, où vraiment, pour moi, l'esprit le grand principe de l'hygiénisme, c'est vraiment juste de laisser la place, en fait, de créer les conditions, d'avoir beaucoup d'humilité, de rendre la clé au corps et le laisser faire. On n'a pas à apporter des remèdes, à le provoquer d'une manière ou d'une autre dans son travail. C'est vraiment faire confiance à son organisation subconsciente, quoi, pendant sa détox et sa régénération. Et après, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a vraiment des conditions assez idéales, quand on peut avoir un repos total, quand on peut vraiment aller jusqu'au jeûne, par exemple, dans les pratiques qu'on va mettre en place. Euh, mais dans la vie quotidienne, où on doit encore gérer les responsabilités travail, les responsabilités professionnelles, familiales, etc., ben, là, je trouve il y a encore une place pour être un petit peu plus interventionniste, céder des différents remèdes, des plantes, des compléments alimentaires, des choses comme ça qui sont plus là du domaine purement naturopathique, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. J'aurais défini le naturopathe comme celui qui te prescrit 4-5 compléments alimentaires sans, sans pousser, comme tu dis, à une introspection, à du repos, etc. Et l'hygiénisme, c'est vraiment un mode de vie où tu laisses faire le corps et tu laisses faire le processus de vie Oui, c'est à ça, son rythme, quoi. c'est ça. Mais pour ce faire, il faut vraiment créer des conditions, Mm. des conditions particulières qu'on n'a pas toujours l'opportunité de créer. Donc, il faut toujours se situer en fait, hein. Se situer à savoir si on est dans le cas de figure où on peut permettre à ce travail naturel de se faire, parce que souvent on se trompe en fait, hein. Souvent on se dit dans une démarche hygiéniste où on va laisser faire le corps, mais sauf que tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qui va rester en place autour de cette démarche va dans un sens contraire, quoi. On va encore continuer avec beaucoup de fuites énergétiques euh, qui, qui vont vraiment le perturber, hein, dans son organisation subconsciente. Ce qui illustre ce propos, c'est quand tu fais la différence entre, comme tu dis, arrêter de manger et jeûner. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que j'ai déjà eu
plusieurs clientes, par exemple, qui voulaient juste arrêter de manger et se dire en train de faire un jeûne, mais elles avaient arrêté de manger, mais elles n'avaient rien arrêté d'autre, si tu veux. Donc, c'est pas ça l'art de jeûner. Et l'art de jeûner, c'est vraiment trouver un équilibre énergétique qui permet à ton corps de faire ce travail de régénération. S'il y a un travail de régénération qui est possible pendant le jeûne, c'est justement parce que il n'y a pas d'énergie qui est consacrée à la digestion, et toute cette énergie peut être du coup consacrée plus à l'élimination et à la régénération. Mais du coup, il faut retrouver cette logique dans tous les domaines de sa vie. Parce que si on ne fait que arrêter de manger, mais que toutes les autres dépenses énergétiques superflues persistent, alors à ce moment-là, on n'a pas vraiment libéré de l'énergie pour ce travail régénération. ce travail d'élimination. Et là, je pense que du coup, dans ce cas de figure, on va plus s'épuiser qu'autre chose, parce que du coup, on doit continuer à travailler ou s'occuper des enfants, etc. Et on n'a pas cet apport alimentaire qui va nous donner l'énergie nécessaire pour ça, quoi. Après, il y a des personnes qui, quand elles vont jeûner, vont se retrouver avec vraiment beaucoup d'énergie, et elles ont envie d'aller courir, nager. On a souvent fait des retraites de jeûne où j'ai eu des personnes il y avait un lac sur place, elles faisaient plusieurs fois le tour du lac en courant ou à la nage. Il y avait même une personne qui, comme il dormait mal en plein jeûne, il allait nager à 2 heures du matin avec la lumière de la lune. Et si on a l'énergie pour ça, pourquoi pas aller randonner, aller bouger son corps pendant le jeûne. Mais il ne faut pas que ça soit obligatoire. Il faut qu'il y ait la possibilité de se reposer si le corps appelle à ça, parce que ça veut dire que le corps est en train d'utiliser son énergie pour le travail en cours. Et si du coup, si tu ne fais que arrêter de manger, mais tu ne lui permets pas d'attribuer cette énergie-là de cette manière, alors là, c'est juste l'épuisement, et c'est pas le but. Le but du jeûne, en fait, je pense que pour moi, l'important, c'est de remettre la restauration énergétique au cœur de nos préoccupations. Parce que bien souvent, on est trop conditionné à voir les choses de manière beaucoup plus matérielle que ça, si tu veux. C'est, j'ai un corps encrassé, donc je vais arrêter de manger et ça va lui permettre de se nettoyer, parce que du coup, comme il sera vide, il va pouvoir bien l'éliminer, etc. Mais en fait, c'est pas pour ça que le jeûne fonctionne. Le jeûne fonctionne parce que le corps est au repos et du coup, il a beaucoup d'énergie pour ce travail de régénération et d'élimination. Et la première forme de repos qu'on retrouve pendant le jeûne, c'est le repos digestif, mais ça ne doit pas se limiter, Oui, à ça. c'est aussi le repos mental, même si on arrive à s'arrêter sur ses activités physiques, il y a c'est tout un process à faire, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment s'accorder un temps de repos complet. Et du coup, au final, c'est quelque chose de très doux, en fait. Hein. C'est pas, on a tendance à, comme on est très conditionné à être endurant, à se prouver, tu vois, à se prouver des choses, que ce soit dans notre travail, dans notre vie personnelle, on doit toujours montrer de quoi on est capable. Et, et souvent, du coup, les gens vont aborder une pratique comme le jeûne dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire je vais me prouver quelque chose.
Et Alors, c'est un abandon plutôt qu'un défi à relever, oui, selon toi? c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça n'est que comme ça que du coup, toutes les fuites énergétiques peuvent cesser, qu'on peut vraiment se recentrer et retrouver l'énergie pour faire ce grand travail de régénération. Si on part de ce principe où c'est pas un défi, c'est pas de la performance, c'est pas un comprimé le jeûne qu'on va prendre en arrêtant de manger, que c'est un vrai processus, est-ce que tu serais contre finalement le fait de se fixer un certain nombre de jours de jeûne à faire? On se dit, bah, je vais jeûner 7 jours, je vais jeûner 15 jours, ou il faudrait juste respecter ce dont le corps a besoin? Oui, entièrement, entièrement. En fait, c'est un non-sens. C'est un non-sens de fixer une durée et c'est un non-sens aussi de fixer une date. Ok. Et donc, ces deux choses, ça ça rend cette approche assez compliqué pour beaucoup de personnes aujourd'hui parce qu'on est aussi conditionné à avoir beaucoup de contrôle sur tout ce qu'on fait. Et puis souvent, bon, avec les responsabilités professionnelles, c'est pas toujours évident de juste se dire, bah, je vais laisser faire mon corps et puis je vais commencer quand lui, il va dire que c'est le moment, etc. On sera pas forcément en congé à ce moment-là ou Oui. seul, etc. Mais idéalement, c'est comme ça qu'on va faire. Bon, on peut estimer à peu près une date où le corps sera prêt à entrer en jeûne, mais on ne peut pas la fixer vraiment précisément à l'avance. Avant, je donnais beaucoup de retraites, donc où les gens venaient à une certaine date et ils entraient tous ensemble en période de jeûne. Ils avaient forcément tout un travail de préparation à faire à la maison avant, donc ils arrivaient à la fin de leur descente alimentaire et puis on arrivait tous au même moment pour commencer à jeûner pendant 7 jours ou plus s'ils voulaient prolonger après à la maison. Et comme ils étaient quand même super bien préparés, pour la plupart des gens, ça se passait très bien. Hein, il ne faut pas exagérer, c'est pas un drame non plus. Pour la plupart des gens, ça se passait très bien. Mais sur un groupe de 20 personnes, par exemple, il y en avait toujours 3 ou 4 pour qui je voyais bien que ce n'était pas le moment. Que, Mm. ils étaient, que le travail qu'ils faisaient pendant la préparation, pendant la descente alimentaire, c'était déjà d'une intensité suffisante. Leur corps était déjà vraiment en train de faire un grand travail d'élimination à ce niveau-là. Et le fait de passer en jeûne au stade du jeûne hydrique, alors que ce travail de préparation était déjà suffisamment intense, eh ben, ça ne faisait que intensifier davantage les choses. Et du coup, il vivait un moment de jeûne extrêmement rude avec, pendant les 3-4 premiers jours, des vomissements, des nausées, des états de faiblesse extrêmes, des maux de Mm. tête, vraiment des choses qui ne sont pas nécessaires si on prolonge un petit peu le temps de, le temps de préparation. On attend d'arriver à un stade où les choses se calment un peu avant de passer à l'étape suivante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère transmettre des informations pour que chacun puisse les intégrer et du coup après mettre ça en place vraiment à son propre rythme. Après, concernant la durée, c'est un peu le même principe en fait. Bon, on ne peut pas vraiment parler pour un premier jeûne, on ne peut pas vraiment parler de laisser faire le corps entièrement, d'aller jusqu'au bout du jeûne, puisque ça sera beaucoup trop intense, ça sera beaucoup trop long pour un premier jeûne, et ça aussi, c'est vraiment pas quelque chose qu'il est conseillé de faire seul à la maison. Si on veut vraiment faire un jeûne abouti où la régénération est complète, qu'on passe vraiment par toutes les différentes phases du jeûne, là, c'est plusieurs semaines de jeûne hydrique. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire quand on va débuter. Mais toujours est-il que à l'intérieur d'un jeûne prolongé comme ça, il va y avoir plusieurs phases différentes
Et il faudrait quand même donc arriver à la fin d'une de ces phases avant de sortir du jeûne. Et ça, par exemple, une première phase, ça va prendre en règle générale une bonne semaine, quoi. Mais, et donc, on peut se dire à l'avance approximativement, bah, on va jeûner à peu près une semaine. Mais après, on va rentrer en jeûne, on va avancer et on va attendre de voir cette première phase se terminer, c'est-à-dire que tous les symptômes, toutes les manifestations vont s'apaiser et on va sortir du jeûne à ce moment-là, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des gens que tu as refusés, qui est Oui. venu pour jeûner et que tu as dit ben non, c'était pas le moment? C'est très rare. C'est très rare parce que c'est vraiment... Alors, c'est très rare parce que c'est vraiment une pratique qui est accessible normalement au plus grand nombre. Après, évidemment, il y a certains problèmes de santé qui l'interdisent. J'ai parfois accepté des personnes qui voulaient vraiment se lancer dans l'expérience en insistant vraiment sur une préparation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus intense. Et j'ai vu après que c'était pas forcément que j'avais raison en fait au départ, que c'était pas vraiment la pratique idéale pour elles. Mais comme je savais qu'elles allaient le faire quand même, tu vois, si moi je l'ai refusé, je préférais accompagner au maximum, même si je pense que c'était pas idéal. Après, ce qui arrive souvent, ce qui est arrivé souvent, je vais parler au passé puisque je ne fais plus des retraites en groupe comme ça, mais ce qui est arrivé souvent, c'est que une fois qu'on démarre, on voit que on va pas arriver jusqu'au bout. Je faisais des modifications pour certaines personnes. Pour certaines personnes, je les remettais avec du bouillon, du jus, par exemple, alors que les autres continuaient en jeûne hydrique. Mais sinon, c'est quand même rare, hein, des personnes qui ne sont pas en mesure de le faire. Ce qui est beaucoup plus courant, c'est des personnes qui vont se lancer dans le jeûne alors qu'elles ne sont pas prêtes. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne pratique pour elles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont jamais en arriver là. Ça veut juste dire qu'il faut se laisser plus de temps de préparation, quoi. Il faut faire très attention aussi avec les gens qui ont un passé avec les troubles alimentaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec l'expérience. J'ai déjà eu des personnes qui ont très bien vécu le jeûne, par exemple, mais c'est à la sortie de jeûne que ça a été excessivement compliqué. Donc, toutes ces personnes-là, j'ai eu des personnes assez âgées aussi qui ont participé, pareil, avec un accompagnement vraiment particulier. Et tout s'est bien passé, mais ces personnes-là ont besoin effectivement d'un accompagnement beaucoup plus attentif. Si finalement tu dis qu'il y a cette différence entre arrêter de manger et jeûner, est-ce que le jeûne intermittent, dans quelle catégorie on le met? Est-ce qu'il ne faudrait pas le renommer le arrêter de manger intermittent, puisqu'on continue en général avec cette pratique de travailler, de faire du sport, on ne change rien à son mode de vie? Oui, ça, je trouve que cette pratique est très mal nommée en fait, hein. C'est une super pratique, hein, le jeûne intermittent. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas du jeûne, hein. C'est pas du jeûne, c'est une période de repos digestif chaque jour. Donc, c'est un autre rythme alimentaire, c'est tout, qui a beaucoup de bienfaits, qui a une super influence sur si on veut réguler le poids, réguler la sécrétion d'insuline, par exemple, de retrouver une meilleure énergie pendant quelques heures pendant la journée parce qu'on a moins d'énergie du coup qui est consacrée à la digestion. Mais c'est pas un jeûne dans le sens où pour moi, le but du jeûne intermittent, c'est quand même
de se nourrir suffisamment, de se nourrir aussi bien et presque autant que d'habitude, simplement sur une fenêtre de temps, réduite. réduite. Donc oui, il faudrait trouver un terme plus basé sur le rythme, la fréquence de l'alimentation que le jeûne, puisque ça, pour moi, ça n'en est pas. Hein. Est-ce que tu penses que le jeûne intermittent est plus intéressant pour des gens qui font les régimes, par exemple, cétogènes basés sur du gras, plutôt que sur les gens qui vont pas manger, comme tu dis, pendant 16 heures ou plus, et qui après vont manger de tout, du pain, des pâtes, du sucre, et c'est ce qui peut causer certains troubles alimentaires après. C'est sûr que dans le jeûne intermittent, ce qui est compliqué, c'est de trouver c'est de trouver un accord entre ces périodes de jeûne et puis le moment où on va s'alimenter. La tentation, pour beaucoup, ça va être de se jeter un peu sur n'importe quoi quand il Mm, va s'agir mm, de se réalimenter, des choses très immédiatement gratifiante parce que du coup, mm, on a très faim et si on est mal organisé, on va jeûner peut-être. Enfin, pour moi, 16 heures, c'est pas vraiment encore vraiment du jeûne mm. intermittent. Pour moi, pour parler de jeûne intermittent, il faut quand même arriver à au moins 19-20 heures de jeûne par jour. Et donc, une fois qu'on a jeûné pendant toutes ces heures, donc le jeûne va peut-être nous emmener à 16-17 heures de l'après-midi, bon, on arrive dans la cuisine, on a très faim. Et donc, la tentation à ce moment-là, ça va être un peu de se jeter sur des chips, des cacahuètes, des gâteaux, des choses qui vont nous permettre de sentir une satiété assez rapide. Et ça, forcément, avec ça, on vient juste défaire Mm. le bon travail qu'on aura fait pendant la journée. Euh, donc ça, pour moi, ça passe avant tout par l'état d'esprit dans lequel on va jeûner. Je pense que c'est une pratique qui est, qui est utile seulement si déjà on se sent bien avec Mm. cette pratique. Pareil que pour les jeûnes longs, hein. Si on se sent en privation, en restriction totale pendant ce moment-là et qu'on ne fait que penser à manger alors qu'on est en train de jeûner, qu'on se dit ben, je suis totalement privé de toutes mes sources d'énergie et dès que je vais en manger, je vais craquer sur ceci, cela parce que je l'aurais bien mérité. Ben, là, on n'est pas vraiment dans une énergie qui va nous permettre de résoudre quoi que ce soit Mm. en fait. Hein. Mm. C'est juste se sentir en restriction. Le jeûne, l'objectif que ce soit le jeûne ou l'alimentation vivante ou le jeûne intermittent, l'objectif de ces pratiques-là, c'est une abondance énergétique. Hein. Mm. Donc, il faut vivre ça vraiment comme quelque chose qui nous apporte donc cette, cette énergie renouvelée et être vraiment en paix et en gratitude avec ça pendant les moments où on est en train de jeûner. Après, moi, je t'avoue que je ne suis pas super fan du régime cétogène, surtout pas à long terme, en fait. Hein. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui ont mis ça en place pendant de longs mois, et je pense que c'est au niveau des organes d'élimination, le foie, etc., je pense que c'est pas quelque chose à pratiquer au long terme. Et justement, le jeûne intermittent, lui, il peut être pratiqué autant qu'on veut. Ça peut être vraiment un style de vie. Hein, ça peut être quelque chose, un rythme alimentaire que l'on va garder pour toujours. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, même au-delà du régime cétogène. Moi, j'avais fait l'interview plusieurs fois de quelqu'un qui a un mode de vie carnivore. Je sais pas Oui, si j'ai tu vu. déjà... Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de ce type de... Alors, lui, il n'aime pas qu'on dise régime parce que c'est vrai que ça fait pas honneur à ce qu'il fait dans le sens où
où il jeûne régulièrement, où il choisit de manger des vaches qui ont été nourries à l'herbe et qu'il ne boit pas d'alcool et qui triche jamais. Ou même un naturopathe qui fait un régime primal et qui mange de la viande crue. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, en premier, je pense que ce que je comprends en tout cas, c'est l'envie de vraiment expérimenter avec de nouvelles façons de se nourrir. Et je ne peux que avoir beaucoup d'admiration pour des personnes qui mettent des choses en place qui sont totalement nouvelles, totalement à contre-courant. Moi, j'ai été pendant longtemps entièrement crudivore. J'ai mangé que des fruits. Enfin, donc, j'ai beaucoup de compréhension pour cette démarche un peu extrême où on va un peu inverser toutes les valeurs connues et se lancer dans une expérimentation avec son corps. Moi, personnellement, moi aussi, je suis passée par un peu tous les modes alimentaires possibles, imaginables. C'était à l'âge de 8 ans, je suis devenue végétarienne et puis j'ai jamais lâché ça. C'était un petit pacte que j'ai fait avec moi-même pendant mon enfance. Et depuis, j'ai essayé toutes sortes de modes alimentaires différents liés à ça. Euh, Après, pour moi personnellement, du coup, ce mode alimentaire carnivore, ça serait totalement impossible pour des raisons aussi éthiques, spirituelles, etc. Je, je pense qu'il est très il n'est pas vraiment possible aujourd'hui en tant qu'être humain d'avoir une alimentation qui est entièrement en harmonie avec notre terre, à n'avoir aucun impact écologique par notre alimentation. Mais j'aime bien penser que j'aspire quand même à avoir un impact vraiment réduit et une alimentation aussi avec laquelle je me sens alignée aussi spirituellement. Personnellement, moi, je ne serais pas capable d'aller trancher la gorge d'une vache, par exemple, pour m'alimenter. Et donc, du coup, je ne me permets pas de m'alimenter de cette façon-là parce que je ne suis pas du tout alignée avec ça. Les laitages, c'est pareil. Hein, c'était à mon petit niveau quand j'étais petite et quand je suis devenue végétarienne, pour moi, c'était ne pas manger les animaux. Donc, je n'avais pas encore fait le lien entre l'industrie laitière et le fait de manger les animaux. Mais évidemment, c'est une seule et même industrie, en fait. Hein. Et c'était surtout quand j'allaitais mon fils, il y a 11 ans, que j'ai vraiment pris conscience que c'était pas possible de prendre le lait d'un autre animal parce que la vache elle fait pas du lait parce que c'est une vache, elle fait du lait pour son petit quoi, comme moi je faisais du lait pour mon petit. Donc sans vouloir être dans une approche vraiment émotionnelle, naïve, etc. Mais j'ai quand même besoin de me sentir vraiment alignée avec les aliments que je mange. Deuxièmement, je pense que d'un point de vue naturopathique, je pense que en fait, on a tous, je me rends compte que on a tous des modes alimentaires assez différents en fait. Hein. Tu sais, quand j'accompagne les personnes vers une rééducation alimentaire, le point de départ, c'est toujours de voir où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui avec leur alimentation. Et donc,
Et donc, du coup, j'ai une vision assez large de comment les différentes personnes mangent. Tu as certaines personnes qui vont avoir une alimentation très protéinée, très basée sur les produits animaux. D'autres personnes qui vont avoir une alimentation vraiment basée sur les céréales, le pain, les pâtes, etc. Et donc, les déséquilibres vont être de différentes natures. Et chaque déséquilibre va amener à des problèmes différents. Si tu veux, quand on a une alimentation qui est trop basée sur les céréales, les produits farineux, surtout raffinés, par exemple, ben, là, ça va amener à ce qu'on appelle en naturopathie une congestion plutôt basée sur les déchets colloïdaux. Donc, ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes respiratoires, une production de mucus un petit peu excessive, par exemple, une digestion qui sera ralentie, une lourdeur générale. C'est pas quelque chose de douloureux, c'est pas quelque chose qui fait mal, c'est pas quelque chose qui fait crier le corps, mais c'est quelque chose qui va vraiment juste le ralentir en général. Il va y avoir une prise de poids, une fatigue qui va s'installer. Au niveau du microbiote intestinal, ça va donner plus un déséquilibre qui va aller dans le sens plus de la candidose que des proliférations bactériennes, par exemple. Ça, c'est dans le cas de quelqu'un qui fait des abus de tout. Ça c'est plus, ça va être plus une accumulation de déchets colloïdaux, donc qui va être issu plus de produits trop farineux. C'est ce qu'Irène Grosjean appelait l'alimentation du peuple soumis et corvéable à qui on faisait manger ces aliments pas chers et assez congestionnant. Puis après ce que Irène Grosjean appelait l'alimentation, plus l'alimentation, je ne sais plus quels étaient les termes utilisés, mais c'était plus le problème des riches et c'était une alimentation qui donnait plus un état d'esprit. Je crois que le mot qu'elle utilisait, c'était belliqueux. Donc, c'était là plus l'excès d'aliments carnés et qui, à la longue, va vraiment amener une acidification de l'organisme et là, une accumulation de déchets qu'on va appeler plutôt des déchets cristalloïdes, donc les cristaux qui vont être issus donc, de la neutralisation des déchets acides par les sels minéraux du corps. Et là, ces déchets-là vont plus être ceux qui vont plus faire crier le corps hein, avec les douleurs articulaires, l'arthrose, etc. Et je te raconte tout ça parce que je connais quelqu'un, par exemple, qui a adopté cette alimentation carnivore. Et cette personne-là, dans son enfance, avait donc une alimentation qui était très riche en col, hein, donc qui provoquait donc plus une accumulation de déchets colloïdaux, et donc elle avait beaucoup de problèmes respiratoires, digestifs, etc. Et quand elle a commencé à expérimenter avec l'alimentation carnivore, elle a senti un certain soulagement. Parce que justement, il n'y avait plus toute cette congestion qui, pour elle, était le problème, si tu veux. Mais, et du coup, j'avais l'impression que cette alimentation carnivore venait être comme une solution pour elle parce que par l'absence du problème premier. Quoi. Moi, j'ai quand même beaucoup de réserve à l'idée de faire des choses comme ça pendant trop longtemps. Mais quelle que soit l'alimentation, une fois qu'on a une alimentation très exclusive, en fait, je pense que ces modes alimentaires peuvent servir à quelque chose pendant une période.
Je pense qu'il y a la même chose avec le crudivorisme, par exemple, personnellement. Je pense que quand on a une alimentation crue, on va ne manger que des fruits et légumes, par exemple, ça va faire une détox. Tu vois, donc au début, on va sentir que c'est génial, que c'est ça qu'il faut, que c'est comme ça qu'on doit manger. Mais parce que ça vient répondre à un problème, ça vient soulager l'organisme et du coup, dans un premier temps, il va y avoir un retour d'énergie, il va y avoir un sentiment de bien-être, un sentiment qu'on a trouvé la solution. Alors qu'en fait, non, on est juste dans une période de détox, mais si on devait adopter cette alimentation long terme et insister dans cette direction, à un moment donné, il va y avoir des déséquilibres qui vont s'installer aussi, différents qu'avec d'autres modes alimentaires. Hein. Pourquoi certains pionniers du tout végétal et tout cru insistent pourtant à ne pas dire que ce sont des cures de quelques semaines ou quelques mois et, euh, et veulent l'appliquer, bon, je prends l'exemple de Irène, mais qui veulent l'appliquer à tout le monde pour tout le temps. Alors qu'il y a clairement des tempéraments qui ne supporteront pas le cru et qui auront du mal sur du long terme, voire même du court terme, à supporter ce genre d'alimentation. Oui, ça, je ne sais pas. J'ai pas de réponse à cette question. Je pense que j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont parler très vite, en fait. Quand au début, on sent tous les bienfaits de la cure. Pour moi, il y a une confusion entre ce qui est une alimentation de cure et ce qui C'est est une ça. alimentation au long terme. Et le problème aujourd'hui avec YouTube et compagnie, c'est qu'une fois qu'on a annoncé quelque chose à des milliers de personnes comme étant la solution, si quelques Difficile de mois plus revenir. tard, on se rend compte que ben, c'est pas, c'est peut-être que c'était juste une période qu'on Mm. devait passer comme ça. C'est assez difficile après à dire à tout le monde, ah ben non. Je me suis trompé. Mais il y a beaucoup de, j'ai pas envie de citer des noms, mais des grandes voix du crudivorisme, par exemple, qui aujourd'hui remangent de la viande. Mm. Donc, tout est très personnel, tout dépend de ton point de départ, tout dépend des problèmes que tu as, parce que chaque changement alimentaire peut en premier apporter une solution par l'absence de quelque chose. Hein, Mm. par l'absence de quelque chose. Y compris même quand on a une alimentation carnivore, ben là, il y a l'absence de céréales. Mm. Mm. Qu'effectivement, si on a été dans un abus des céréales, dans un abus de produits farineux, ben forcément, il va y avoir un soulagement. Mais à mon avis, mais c'est juste un avis hein, que je donne vraiment en toute humilité parce que je n'ai pas expérimenté personnellement, comme je t'ai dit, c'est pas possible pour moi. Euh, c'est pas ça va apporter ses propres problèmes aussi au long terme et une expérience même de 2 ou 3 ans avec une alimentation particulière ça laisse pas forcément encore le temps pour les problèmes de Mm. s'installer hein. Les Mm. problèmes de santé qui s'installent par le déséquilibre alimentaire peuvent mettre des années, des décennies toute notre enfance, toute notre adolescence, les premières années de la vie adulte à s'installer. Donc, c'est pas l'expérience, pour moi, c'est pas l'expérience d'une personne sur 2 ans qui peut être Assez concluante. significative, ouais, Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup des pratiques comme le jeûne, puisque c'est, il est excessivement difficile aujourd'hui de savoir comment est-ce qu'on doit manger. Quel est le mode alimentaire, quel est le mode alimentaire idéal. Déjà, pour savoir quel est le mode alimentaire idéal, il faudrait avoir un être humain en pleine santé pour pouvoir l'expérimenter. Et Mm. ça, on n'est pas entouré vraiment de beaucoup d'exemples de personnes en parfaite santé aujourd'hui. On ne peut pas, on ne peut seulement poser la question
quels sont les modes alimentaires qui vont répondre à un problème donné. Mais on ne peut pas tirer la conclusion comme quoi, du coup, ce mode alimentaire, parce qu'il a répondu à un problème précis chez moi, c'est pas pour autant que ce mode alimentaire, du coup, il va répondre à tous les problèmes chez tout le monde pour tout, Bien sûr. faire vie. Donc ça, il faut vraiment effectivement expérimenter chacun à son niveau, toujours en évitant de confondre l'effet stimulant que peuvent avoir certains aliments et boissons avec une réelle régénération. Énergie, ouais. Les aliments carnés, par exemple, sont extrêmement stimulants. Hein, comme les boissons, comme le café, par exemple, aussi, c'est une boisson, on connaît, c'est stimulant. Mais ça ne veut pas dire que c'est tonique, ça ne veut pas dire que ça régénère, ça ne veut pas dire que ça nous apporte vraiment de l'énergie. Et donc, c'est difficile de vraiment tirer des conclusions exactes de ce qui nous fait vraiment du bien parce que on n'a pas toujours un corps qui est en mesure de nous répondre, de nous donner des informations, de nous donner un retour clair sur ce qui est bon, pour lui. Parce que si tu es fatigué, que tu n'as plus beaucoup d'énergie et que tu bois un café, par exemple, tu vas sentir cet effet de la caféine, tu vas dire le café me fait du bien. Mais non, le café ne te fait pas du bien, tu vois. Donc ça, c'est juste un exemple très simple, mais c'est la même chose avec tous les aliments que l'on va manger, etc. Mais avec une pratique comme le jeûne, là, on sort de toutes ces considérations-là. On peut vraiment venir nettoyer et faire un grand reset et retrouver une autre relation à notre alimentation après, quoi. Je suis quand même concernée aussi par, par l'équilibre des acides gras hein, dans l'alimentation carnée. Juste, ça c'est quelque chose d'autre qui me vient en réponse à ta question. Quand je vois l'importance d'équilibrer les acides gras vraiment essentiels avec une alimentation, avec toutes ces huiles végétales précieuses, je pense qu'avec une alimentation carnée, au long terme, moi, j'aurais peur qu'on crée un déséquilibre, des déficiences à ce moment-là, à ce niveau-là aussi. Si on va, tu vois, regarde, on parle de jeûne et de naturopathie et je trouve que souvent c'est toujours à travers le filtre de l'alimentation qu'on en parle. Et je pense que même les gens qui s'intéressent à titre personnel à la naturopathie, c'est toujours de la bouffe. Moi j'ai fait cette erreur à un moment où tout ce qui allait bien, tout ce qui n'allait pas, c'est toujours à travers le filtre de l'alimentation. Oui. Si on sort un peu de cet outil-là, toi, en hygiénisme, quels sont les autres outils que tu utilises avec les gens que tu accompagnes? Parfois, il faut sortir de ça, hein, parce que parfois, ça devient vraiment très, très restreint, très, 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 très limitant comme champ de vision. Et Mais surtout, on se prend beaucoup la tête pour un truc qui est pas censé prendre la tête, quoi. L'alimentation, c'est juste manger et pour le corps. oui, mais c'est pour ça, bon, je vais encore parler d'alimentation 2 minutes et après je vais répondre à ta Non, mais question. on peut. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup remettre aussi, pas seulement en jeûnant, mais aussi en mangeant, remettre cette question de la restauration énergétique vraiment, vraiment au cœur de nos préoccupations. Si tu veux, moi j'ai été aussi pendant longtemps dans une démarche très différente où je voulais vraiment avoir donc
le corps le plus pur possible, hein, grâce à mon alimentation. Je ne voulais pas une alimentation qui vienne polluer mon organisme. J'attachais énormément d'importance à l'équilibre acido-basique, par exemple. Bon, ça reste toujours très important, mais tout ça pour dire que du coup, mon approche, c'était beaucoup de me dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est mauvais pour moi. Du coup, qu'est-ce que je ne dois pas manger, qu'est-ce que je dois éviter à tout prix, qu'est-ce qui va venir polluer davantage mon organisme. Et du coup, là-dedans, on est vraiment on est vraiment constamment en train de s'interdire des choses, en fait, si tu veux, et de craindre des choses. Alors que si on met plus cette idée de restauration énergétique au cœur de nos préoccupations, à ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est quels sont les aliments qui me donnent de l'énergie, qui me donnent des forces, qui me permettent de faire tout ce que je veux et qui ne volent pas mon énergie, tu vois? Et du coup, on est moins dans le fait de s'interdire des choses que dans le fait de chercher vraiment ce qu'il me faut et ce qui me fait du bien. Donc, on est plus dans l'exploration, dans la découverte, dans la joie de manger quelque chose qui va me donner de l'énergie. Et au final, les aliments que l'on va choisir vont probablement être les mêmes que si on devait s'interdire les choses qui vont nous polluer, mais c'est un tout autre état d'esprit. Hein. Parce que ce que tu dis, je m'arrête là-dessus, tu vois, parfois, comme tu dis, certains grands noms ou dans certaines pensées hygiénistes ou naturopathiques, on va diaboliser certains aliments. Donc, on Oui, va mettre une intention où c'est genre mauvais pour nous. Et effectivement, je pense qu'au-delà même de la nature de l'aliment, l'intention qu'on y met, si on se dit, ben, cet aliment, c'est pas bon et ça va me faire du mal, forcément, si on le mange, ça va pas nous faire du bien. c'est une information. C'est ça. C'est une information que tu donnes à ton corps en mangeant. Hein. Enfin, si tu manges, je sais pas, une crème glacée et qu'en mangeant ta crème glacée, tu es toutes les 2 secondes en train de te dire, oh là là, mais ça, c'est du lait de vache, c'est du sucre et ça va vraiment m'acidifier, me congestionner. En plus, je ne vais pas le digérer. Là, là, là. Ben, ça, c'est l'information que tu donnes à ton corps en mangeant. Alors, si tu as envie de manger ta crème glacée, ben, tu la manges, mais sans cette information négative, quoi. Mais donc moi aujourd'hui, je n'ai pas du tout d'interdit avec l'alimentation. Euh, Enfin, j'ai pas d'interdit. Il y a tout un tas de choses que je ne mange pas, mais c'est pas vraiment par interdiction. Je sais pas le décrire. Choisis de ne pas les manger. Oui, c'est que je choisis autre chose en fait. Je choisis autre chose, mais pas parce que je me suis interdit ces choses-là et du coup, ça c'est tout ce qu'il me reste. C'est parce que je veux ces aliments-là qui me donnent de l'énergie et qui me remplissent de joie et je ne veux pas manger tous ces autres aliments qui sont morts et qui me fatiguent ou qui jouent avec mon énergie où je vais être stimulée puis fatiguée, puis stimulée puis fatiguée. Tout ça, ça m'intéresse pas parce que ça ne me permet pas de vivre ma vie comme je veux la vivre. Et c'est ça l'objectif final de bien s'alimenter. C'est pas de rester dans un carton alimentaire. C'est d'avoir l'énergie pour faire tout ce que tu veux faire dans ta vie, en fait. Hein. Donc, Et cette, donc, une fois qu'on est dans cette démarche énergétique avec notre alimentation, eh bien, on retrouve la même démarche dans tous les autres domaines de la vie. Et les premiers hygiénistes, Shelton par exemple, il y a des écrits, bon, évidemment, on a fait plein d'avancées depuis les écrits de Shelton, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a plusieurs décennies, Shelton, il écrivait sur les fuites énergétiques et il faisait vraiment
le lien entre ces grandes fuites énergétiques qu'on peut avoir par notre style de vie, par nos inquiétudes, par nos chagrins, par nos erreurs dans notre style de vie, et la toxémie. Pour lui, c'était ça la première cause de la toxémie. Donc, c'est très intéressant pour moi. Moi, j'ai pendant longtemps considéré la toxémie comme étant juste le résultat de choses que l'on va ingérer qui sont inappropriées, en fait. Hein. Quand on pense toxémie, on pense tabac, alcool, sucre, etc., médicaments, enfin tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut ingérer qui va laisser une trace dans notre organisme. Mais pour les hygiénistes, ça n'est pas la première cause de la toxémie. La première cause, ce sont toutes ces fuites énergétiques qui vont faire que notre énergie vitale va se trouver réduite et du coup, nos capacités d'élimination vont être réduites aussi. Et de là, on va accumuler une toxémie endogène, en fait, hein, tous ces déchets cellulaires que l'on produit en longueur de journée. Mais ça ne vient pas en premier de tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on met sur notre peau. Ça vient en premier de toutes les différentes fuites qu'on peut avoir dans nos relations toxiques, dans notre surmenage, dans notre manque de sommeil, etc. Tout ça, ça nous fatigue et ça fait que juste le fonctionnement normal de l'organisme, les fonctions normales d'élimination ne peuvent pas avoir lieu correctement. Et bien sûr, après, une fois que cette toxémie endogène est installée, là, si on fume et si on boit et si on mange n'importe quoi, ça ne va pas aider. Mais ce n'est pas la première cause. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas la première chose à laquelle on doit s'attaquer non plus. La première chose, c'est de voir où va mon énergie. Et si ça fait 10 ans que je suis dans une relation amoureuse où j'ai l'impression de ne faire que donner et de ne rien recevoir en retour, c'est peut-être le moment d'adresser cette question avant de rentrer en jeûne, par exemple. Oui, c'est un grand puzzle, la santé. Oui. Alors, tu vois, tu parles de purisme. Enfin, de Oui. purisme. Je pense que dans ta démarche au-delà de l'alimentation, tu cherches à être puriste dans beaucoup de choses. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça peut te freiner dans le développement de ton activité, dans le fait de pouvoir accompagner des gens? Je prends un exemple et je te remercie au passage. Tu sais, au début du premier confinement, Marc m'avait parlé des galettes de sarrasin. Et Oui. achète quelques trucs de farine de sarrasin. Et il me dit que toi, tu fais germer les graines de sarrasin, puis tu Oui. vas les déshydrater, puis tu vas les moudre pour faire de la farine. Et là, tu vas faire ta galette de sarrasin. Donc, je lui ai dit, c'est magnifique, c'est génial. Moi, je ne ferais pas ça, quoi. Mais donc, merci, puisque le premier confinement, j'ai fait des galettes de sarrasin, genre toutes les semaines. Et c'est vrai, c'est super simple à faire. Mais tu vois, ce truc, cette recherche de perfection que tu as, est-ce que parfois tu peux sentir que c'est un frein? Dans l'accompagnement des autres. Ou même dans ta façon de vivre. Est-ce que parfois, toi, ça te fatigue de te dire pourquoi j'ai besoin d'aller le faire jusqu'au bout ou bien de le faire à la perfection? C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent que je me suis adoucie depuis quelques temps. Même dans ma manière d'enseigner, j'ai pu être dans le passé extrêmement cadrée sur certaines choses. Et maintenant, je pense qu'il faut juste faire de son mieux, en fait. Et son mieux, ça sera ce que ça sera à un moment donné. J'ai des personnes qui vont se lancer dans des jeûnes et puis au bout de 2 jours, elles vont arrêter pour une raison ou une autre. Et je leur dis, c'est toujours ça de fait, quoi. C'est toujours ça de fait, ça sera toujours ça, c'est toujours ça qui va
du coup, rendre ta prochaine expérience plus agréable, plus accessible, etc., quoi. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas dans cette approche, il n'y a pas de pilule magique à prendre qui va tout résoudre, hein. Il faut tout faire, par soi-même, quoi. Donc, c'est pas, ça peut être un frein dans l'accompagnement parce que je ne peux pas, je suis incapable d'accompagner quelqu'un qui n'est pas cette envie de se reprendre en main et de faire des choses, quoi. Mais il y a toujours des petites choses qu'on peut faire. Il y a toujours des petites choses qu'on peut faire et ces petites choses, si on fait une chose, que c'est réussi, ben on peut passer après à l'autre, quoi. Mais moi, j'ai jamais trouvé ma cuisine, par exemple, je l'ai jamais trouvée compliquée, quoi. Bon, après, c'est sûr que si quelqu'un a l'habitude de juste réchauffer des pizzas et des plats tout faits, ça va sembler ça va sembler être beaucoup d'efforts. Mais pour moi, c'est surtout une petite organisation, des habitudes à prendre. Et j'ai des habitudes que d'autres n'ont pas, hein, c'est sûr, hein, mais c'est des habitudes à prendre, c'est sûr. C'est sûr. Pour le reciter, tu sais, celui qui fait le régime carnivore, lui, il admet que tu peux te nourrir de lentilles, il admet que tu peux te nourrir d'amandes et de trucs, mais il me dit, il faut un PhD en fait pour faire tremper, pour enlever la peau, pour faire germer, Et il me dit, c'est possible, mais le truc, c'est que ça demande une telle connaissance déjà et une telle... c'est un art en fait tu lances un steak dans une poêle, c'est plus simple que d'aller faire tremper des graines toute une nuit et retirer leur peau, etc. Donc, c'est peut-être parfois pour ça que certaines personnes, sur le long terme, ne vont pas tenir parce que c'est un job à plein temps, quoi. Oui, c'est ça, oui, mais bon, une fois qu'on a goûté et quand même une vitalité, Mm. euh, j'ai des personnes vraiment dans mon entourage proche, hein, qui ont transformé leur alimentation depuis que je les connais. Mais c'est pas juste transformer ton alimentation, c'est aussi goûter à l'énergie renouvelée. Et ça, une fois qu'on y a goûté, en général, on n'a pas envie de retomber dans une alimentation qui nous vole de l'énergie. C'est Ouais, scandaleux quand même de se laisser voler son énergie par l'alimentation. c'est vrai. Je pense que lever une vache, hein, ça prend quand même du temps aussi, hein. Ça, je ne sais pas faire. Euh, moi, je suis pas pour. J'ai essayé de le faire et vraiment, moi, s'il y a un aliment qui me manque systématiquement, c'est les fruits. Vraiment, j'ai retiré beaucoup de choses. S'il y a un truc que je pourrais jamais retirer, ce sont les fruits. Mais après, c'est peut-être spirituel ou autre chose, mais j'ai un lien avec cette catégorie d'aliments. Mais voilà, je me dis, si ça fonctionne pour certains, tant mieux. Moi, il y avait un chiffre que j'avais trouvé intéressant dans ce qu'il avançait, c'est que parce qu'on se dit que ça demande tu vois, c'est une agriculture, qu'un élevage intensif, etc. Mais lui, il avance le chiffre de une vache par personne par an, ce qui n'est pas finalement énorme en termes de quantité de protéines Non. qui est nécessaire d'avoir. Mais après, le truc, c'est que si tu manges aussi des œufs et si tu manges aussi d'autres... Si c'est dans une démarche comme ça, je la trouve cohérente, mais bon, enfin, moi, je ouais, je pourrais pas manger que ça, quoi. Non, non, c'est clair. C'est clair. Mais moi, comme je te dis au départ, pour moi, la première cohérence, c'est déjà de chercher. C'est déjà Mm. de chercher, faire des expériences. Ça, moi, je trouve ça génial. Après, je pense que, enfin, c'est peut-être une vache, mais une vache, c'est toujours une vache, hein. Moi, Mm. je serais,
Après, il y a des personnes qui n'ont aucun problème à vivre c'est une autre relation aux animaux aussi, hein. Hier soir, j'avais une conversation avec ma compagne sur son père nous a offert un bonsaï de bougainvillier. Et depuis qu'il nous l'a offert, donc ça fait 6 mois, moi j'ai vraiment eu cœur de même tailler le bougainvillier en fait, parce que je me dis, bon, juste je le laisse faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Et il est venu, il nous a dit, mais non, il faudra le tailler comme ça, et il l'a taillé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu l'as taillé finalement? Il me dit, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai taillé. Elle me dit, mais j'ai demandé au bougainvillier et il m'a dit que l'un ou l'autre, il s'en fout, quoi, que tu me tailles ou pas, quoi. Et Ouais. souvent, on me dit que les plantes ou même les animaux sont OK de s'offrir en fait à nous. Mais c'est mon interprétation et peut-être que je me trompe, mais quand je vois toutes ces vaches qui rentrent dans les enclos, dans les trucs, je me dis que limite, ils sont plus avancés que nous en mode, ils sont OK de se laisser tuer et de se laisser faire, ouais, de se faire prendre dans toute cette façon qu'on a de vouloir les bouffer, quoi. Ils acceptent, quoi, limite. Je ne sais pas si elles savent ce qui Je ne les sais a. pas si ils savent, mais je sais pas. Moi, je l'interprète comme ça parfois que, genre, elles sont plus fortes que nous dans un certain type d'amour et que, genre, bah, si vous voulez nous manger ou nous couper ou nous tailler, bah, faites-le, quoi. Oui, oui, ça je l'entends aussi. Après, ce qui est, pour moi le plus important, pour moi le plus important aujourd'hui, ça n'est pas d'être végétarien ou pas végétarien, ou manger de la viande ou ne pas manger de la viande. Ça va être la façon de faire. Ça Mm. va être la façon de faire avant tout. Et aujourd'hui, c'est surtout dans la façon de faire avec la viande qu'il y a Mm. beaucoup de choses Mm. inadmissibles Oui. qui se produisent. On- j'entends, j'entends entièrement des personnes qui disent moi je sens le besoin de manger de la viande et j'ai aucun Mm. problème avec ça. Mais après, qu'on aille combler ce besoin en passant au supermarché, prendre de la viande dont on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas la vie de l'animal, ses conditions de vie, etc. Pour moi, ça, c'est pas un besoin, quoi. C'est pas un besoin. Je connais des personnes qui ont une alimentation carnivore et elles mangent de la bonne viande quand elles peuvent et quand elles ne peuvent pas, ben, elles mangent n'importe laquelle et ça c'est pas possible. Notre alimentation ne doit pas nécessiter de la torture animale, quoi. Donc pour moi, d'un point de vue éthique, le plus important, c'est pas qu'au final l'animal soit tué à la fin ou pas, hein, mais c'est comment il a vécu et comment il a été traité aussi à la, à la fin, quoi. Mais après, oui, je peux tout à fait entendre, comme tu dis, qu'on fait partie quelque part d'un certain cycle et que ces choses-là, oui, sont naturelles, hein, quelque part. Mm. Il faut juste faire les choses vraiment Avec de la manière la plus alignée possible. C'est vraiment on est en paix avec ce qu'on fait, euh, tout, tout, tout ira bien. Mais alors il faut que l'on soit carnivore ou crudivore ou végétarien, il faut chercher la paix avec notre alimentation. Et pas juste dire moi j'ai besoin de viande à tout prix, par exemple. Parce que personne ne peut être en paix avec ça, j'y crois pas. Ou pas, c'est vraiment, on va voir ce qui se passe hein, pour la production de notre alimentation. Après, que l'on soit en paix avec le fait de tuer un animal pour manger, ça je peux l'entendre entièrement. Mais alors, ça sera pas issu d'une ferme de batterie. Il ne s'agit pas de se fermer les yeux à ces choses-là. Oui, d'accord. Mais ça, c'est la recherche de cohérence. Hein. C'est toujours, on va toujours buter sur les mêmes choses. Hein. C'est la recherche de cohérence dans un monde totalement incohérent. C'est très, très difficile. Hein. Moi,
Il y a des personnes qui deviennent végétariennes par exemple, avec toute la bonne volonté du monde, mais ça continue à manger certains produits animaux. Elles sont pas sorties du truc non plus. C'est vraiment, on va aller jusqu'au bout de la cohérence. Oui, c'est comme Encore. le vegan chips Coca ou le végétarien chips Coca. Et Oui, oui, dans oui. son alimentation, c'est l'absence de produits animaux, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas plus d'éthique pour autant, quoi. Et effectivement, je ne sais pas si aujourd'hui avoir une éthique, une grande éthique dans notre alimentation, ça passe forcément par un végétarisme pur, quoi. J'ai une question pour toi qui est naturopathe, qui n'a rien à voir avec l'alimentation et qui fait une transition bizarre, mais qu'est-ce que tu penses de l'urinothérapie que beaucoup de naturopathes... C'est un peu pareil que le carnivorisme, c'est-à-dire que je ne pourrais pas, même si je le voulais bien. Euh, mais oui, pourquoi pas. Voilà, j'aime bien parler d'expérience en fait, à partir de mon expérience personnelle, et là je ne peux pas parler à partir de mon expérience personnelle. Après, j'ai entendu énormément de témoignages très intéressants, très très intéressants là-dessus. Euh, Après, je sais juste que je me rappelle toujours de ce que me disait mon premier formateur, c'était le docteur Morse aux États-Unis, un crudivore, un hygiéniste, etc. Et forcément, en naturopathie et en hygiénisme, on place énormément d'importance sur l'élimination. Hein, c'est les émonctoires, tout ce qui doit être éliminé, etc. Et pour lui, c'était un non-sens total de réingérer des déchets, en fait. Hein. C'est ça. Donc, c'est aussi ça qui me pose question là-dessus. En fait, j'ai l'impression que dans beaucoup de choses, on a tendance à isoler certaines questions, comme un apport minéral, par exemple, tu vois, alors que ça n'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui est jeté à ce moment-là, quoi. Mais non, je suis désolée, j'ai pas d'expérience personnelle à te partager là-dessus. Tu es d'accord sur le fait que ça reste un liquide issu d'un organe d'élimination et que ça fait pas très sens de devoir le consommer, quoi. Non, pour moi, non, ça ne fait pas très sens. Après, c'est vrai que les retours positifs que font les personnes qui l'ont testé sont interpellants, quoi. Mais oui, c'est un déchet, quoi. C'est un déchet. Euh, c'est un déchet. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Instinctivement, on est dégoûté, non? J'ai pas testé non plus, ouais. Non, Ça m'attire pas spécialement. non, non, non. Quels sont tes outils de prédilection pour soutenir le corps en phytothérapie ou d'autres compléments? Les plantes sont dans leur forme la plus simple, des tisanes, éventuellement des teintures, mais vraiment la plante, c'est les seules choses avec lesquelles je travaille en général. Hein, c'est les plantes vraiment sous leur forme euh, la plus entière, la plus brute possible. Et j'en ai aujourd'hui une utilisation vraiment minime parce que pour moi, l'idéal, ça va être De laisser. de laisser faire l'organisme dans son organisation subconsciente parce que, regarde, c'était en train de descendre vers le jeûne, par exemple, et toi, tu veux provoquer une élimination au niveau intestinal. Tu vas utiliser des plantes pour ça. Mais le fait de provoquer une élimination au niveau intestinal, par exemple, ça va demander beaucoup d'énergie à ton organisme. C'est d'ailleurs l'une des fonctions qui, la première, va s'arrêter quand on a un manque d'énergie. Hein. Le transit intestinal va ralentir parce qu'on n'a plus l'énergie pour consacrer à ça. Le transit intestinal, c'est quelque chose auquel on n'a pas forcément tendance à penser beaucoup dans la journée, mais c'est quand même
quelque chose qui prend énormément d'énergie chaque jour pour faire avancer toute cette matière. Et donc, toi, tu descends vers le jeûne et tu te dis, ben, ça serait peut-être bien que ça s'accélère un petit peu au niveau intestinal. Donc, tu vas prendre des plantes qui vont accélérer le transit intestinal. Ce faisant, tu vas te sentir bien. Si tu as eu déjà des problèmes de constipation en transit ralenti, par exemple, tu vas te sentir bien en permettant à tes intestins de se vidanger un petit peu. Donc, tu vas sentir un certain soulagement. Sauf que l'objectif final de la détox, ce n'est pas d'avoir des intestins propres, c'est d'avoir des cellules dans tout ton corps qui respirent à nouveau et qui ont eu la possibilité d'éliminer tout ce qui les gênait dans leur fonctionnement. Et donc, toi, tu auras bien nettoyé tes intestins, mais tu auras, ce faisant, détourné de l'énergie pour ce nettoyage des intestins. Tu auras dirigé l'élimination de manière consciente par les plantes. Ton corps, lui, à ce moment-là, était peut-être concentré sur une élimination au niveau hépatique, par exemple, hein, ou pulmonaire, je ne sais pas. Et toi, tu auras pensé qu'il était juste de diriger plutôt cette énergie vers une élimination au niveau intestinal. C'est pour ça, ça, pour moi, c'est la grande différence entre l'approche purement naturopathique et l'approche hygiéniste. C'est qu'avec l'approche hygiéniste, on va respecter l'organisation subconsciente du corps. Et nous, on va juste manger de la manière la moins énergivore possible, en allant donc au plus ultime de cette approche vers le jeûne hydrique. Et ça va permettre au corps d'organiser cette élimination, de faire les choses dans l'ordre qu'il juge être le meilleur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une utilisation vraiment beaucoup plus minime qu'avant des plantes médicinales. Et celles que j'utilise le plus souvent, ça va être la catégorie les plantes nervines, en fait. Parce que c'est elles qui vont vraiment nous aider le plus possible dans cette première phase de la détox qui va consister à adresser toutes les fuites énergétiques qui vont donc nous permettre de travailler vraiment sur notre état émotionnel. Donc, on a des plantes qui vont nous redonner un petit peu d'énergie, des plantes nervines plus toniques, des plantes nervines plus relaxantes. Et elles vont nous accompagner dans la création de meilleures conditions énergétiques pour mener bien notre jeûne, quoi. Et ça, pour moi, c'est une des premières étapes. C'est de quitter toutes les plantes stimulantes sur lesquelles on a l'habitude de dépendre, comme le thé, le café, d'autres choses un peu plus costauds que certaines personnes peuvent utiliser, et aller se tourner plus vers des plantes qui vont donc plus tonifier, vraiment restaurer le système nerveux et nous aider vraiment à créer des conditions. Mais ça se fait tout en douceur, hein. Des tisanes, ça suffit pour ça. C'est quoi ton actualité, tes projets là pour les prochains mois en termes de stage, de formation? Alors, je viens juste mettre en ligne donc mon
mon premier cours. On le mettra en Euh, lien de ce hmm? vidéo. Je dis, on mettra le lien en bas de Oui, la vidéo. Ouais. oui, oui, merci. Oui, oui. Donc, c'est un cours assez complet déjà. C'est un stage que j'ai filmé donc, ce printemps et qui reprend donc tout ce dont on vient de parler, donc cette approche de la détox qui est vraiment respectueuse du corps, comment se préparer un jeûne, comment comment vraiment écouter les réponses du corps pendant le jeûne, pendant la préparation à la sortie, mais pas que le jeûne, aussi d'autres cures, les changements alimentaires, etc. Donc ça, je suis très très contente qu'il soit enfin en ligne. Donc j'aimerais faire connaître ce cours et puis élargir cet été, j'aimerais élargir le catalogue de cours en ligne. J'aimerais parler j'aimerais faire des stages sur la santé émotionnelle et la détox, par exemple, des choses comme ça. Mais surtout, il faut maintenant que vraiment que je crée une vraie communauté en ligne en fait autour de ces cours-là, que ça soit pas juste des cours qu'on achète et qu'il n'y ait pas d'interaction après. Donc je vais créer une communauté de la détox où il y aura donc les cours qu'on pourra suivre à son rythme, donc acheter puis suivre à son rythme, euh, qui vont donc faire partie de tout un parcours. On peut aussi être accompagné individuellement. Et puis, j'espère vraiment que beaucoup de personnes vont vouloir, après ça, passer au stade de la vraie rencontre humaine, donc avec des stages en présentiel qu'on va faire ici en Belgique. On va pouvoir passer en cuisine aussi. Voilà, voilà les projets. Bon, cool. Oui. Merci beaucoup, Jessie. Ben, merci à toi, Charmel. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de te retrouver de cette manière. J'étais Ouais, très touchée par ton invitation. c'est gentil. Et non, c'est cool d'avoir pu échanger comme ça sur tous ces sujets. C'est vrai que les naturopathes tiennent plein de discours différents maintenant et c'est vrai que je te rejoins sur beaucoup, beaucoup de choses. Il y a Là, c'est beaucoup. ouais, voilà, pour conclure là-dessus, mais c'est vrai que c'est la façon de faire les choses qui est très, très, très importante plutôt que de faire le truc parce qu'on sait que on m'a dit que le jeûne, ou on m'a dit que ci, ou on m'a dit que ça, et vraiment Oui, d'expérimenter et de oui. chercher à le faire en cohérence, quoi. Pour moi, il y a beaucoup de déconditionnement à faire, en fait, hein. On a tendance à, à aborder des outils naturopathiques comme on aborde des outils allopathiques conventionnels, en fait, hein. Alors que, en fait, on a, on a tout plein de choses à faire sur le plan individuel pour faire fonctionner ces outils-là. Ce ne sont pas juste des remèdes à avaler. C'est une humilité à retrouver envers son corps, une patience à retrouver envers son corps, une paix à retrouver avec son alimentation et un équilibre énergétique à retrouver avant tout. Et souvent, on a trop d'arrogance en fait, hein. On a trop d'arrogance envers la vie, envers notre propre corps. On pense que c'est comme si presque tout était dû, quoi. Tu vois, c'est ah bah, j'ai ces problèmes-là, donc je vais faire ça, puis ça va être résolu. Non, c'est pas parce que tu vas faire telle ou telle pratique que ça va être résolu. Ça va être parce que tu vas retrouver une nouvelle relation à ton corps et ton alimentation et ton style de vie que des choses vont être résolues. Mais rien que le fait de retrouver cette relation, ça doit être fait dans la patience et, et dans l'humilité, quoi. Et c'est ça le premier grand déconditionnement à faire, quoi. Je me rappelle, c'était il y a quelques années, je regardais,
je sais pas, une vidéo d'une nana sur YouTube qui témoignait de ses douleurs de ventre. Et ça m'avait fait rire, puisqu'elle disait, elle a tout essayé. Elle a Mm. tout essayé. Elle avait fait l'Ayurveda, elle avait fait le crudivore, elle avait fait frugivore. Elle avait tout essayé. Là, elle a dit, ça fait un mois, j'ai tout essayé. Et je me dis, putain, en un mois, elle a tout essayé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dédier leur vie à l'Ayurveda ou à l'hygiénisme. Et elle, en un mois, elle avait déjà fait le tour de tout et rien n'avait fonctionné. Et je me dis, mais en fait, t'as rien essayé. Et comme tu dis, t'as pas mis assez d'humilité dans le choix de quelque chose et de te dire que tu vas te dévouer un peu à ce truc-là pendant quelques temps, quoi. C'est ça. Et c'est un processus dans lequel il est vraiment important de se situer, en fait, hein. Il y a plusieurs phases par lesquelles on va passer dans la régénération. Et souvent, les gens, ils vont débuter dans la première phase et ils vont s'attendre à avoir des résultats comme s'ils étaient déjà au bout de la dernière phase de la régénération. Puis ils vont dire, bah, ça marche pas. Ben non, si, ça marche très bien à la première phase, au stade où tu en es. On va faire un jeûne de 3 jours, par exemple, et puis on va attendre les mêmes résultats que si on avait fait un jeûne abouti de 4 semaines. Mais c'est pas Mm. possible, c'est pas logique. Finalement, je sais pas si tu serais d'accord avec moi là-dessus. Je dis toujours qu'il y a une distinction entre détox et élimination. Et bien souvent, les gens, ils vont vouloir faire un détox en buvant des jus de légumes, en jeûnant un petit peu et tout. Et bien souvent, je vois les gens disparaître au moment de l'élimination, c'est-à-dire quand ça va commencer à sortir et que là, ça commence à pas être sympa, quoi. Et souvent, la détox, c'est glamour et l'élimination, ça l'est beaucoup moins et les gens sont moins présents, quoi. L'élimination, enfin, nous, en hygiénisme, on fait la différence entre l'élimination, qui se fait plutôt au niveau cellulaire, et puis l'excrétion et l'évacuation qui vont se faire plus tard. Bon, ça n'est que des termes, mais on parlerait plus à ce niveau-là d'évacuation, et ça, effectivement, c'est effrayant. Ça peut être vraiment effrayant. Et c'est là qu'on va voir, ça, c'est pas bon pour moi ce truc, ça me fait vomir, ça me fait cracher des trucs de toutes les couleurs, etc. Et il faut absolument que ça s'arrête. Et donc, ils vont, par exemple, sortir d'un jeûne ou remanger les aliments qu'ils avaient arrêté de manger. Et cette évacuation va cesser. Et ils vont dire, bah, heureusement que j'ai arrêté ça. Mais Mm. non, t'as juste bloqué cette évacuation, donc tu as juste tout renvoyé à l'intérieur. Mais non, il faut que ça sorte, hein. Il faut que ça sorte. Il faut que ça Oui, mais sorte et puis il faut juste comprendre les processus, en fait. ouais. Comprendre. La compréhension, c'est la clé, parce que si tu embarques dans une chose comme ça sans t'informer au préalable, on ne peut que finir effrayé, déboussolé. D'où l'intérêt de se faire accompagner, de se faire former Oui, 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 et de suivre ta formation, quoi. exactement, voilà. Tout dit, tu l'as dit pour moi. Ok, ouais, c'est cohérent. Non, mais c'est ça, en fait, j'aimerais vraiment, du coup, oui, équiper les personnes pour qu'elles puissent faire toutes ces expériences-là. Parce que c'est très long sinon. Si on se lance juste dans des expériences sans s'informer au préalable, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience avant de Mm. comprendre les choses et commencer à voir des résultats. Donc, je suis là pour éviter aux gens des grosses pertes de temps et d'énergie et d'efforts, hein, parce que c'est beaucoup d'efforts, hein. Moi, je me souviens des premiers jeûnes, des choses comme ça que j'avais fait. Euh, Perte de temps et d'énergie, quoi, parce que j'avais pas encore toutes les notions. Et ça, c'est dommage parce que c'est des vrais investissements personnels. On n'a pas le temps, on n'a pas, on n'a pas forcément 6 mois de congé par an pour faire n'importe quoi, quoi. Le temps est précieux et il faut vraiment être plus ciblé dans les approches, quoi. Merci, Jessie. Merci beaucoup, Charbel. À bientôt. Oui,
À bientôt. Bonsoir.